Elle est restée fidèle. Elle est restée fidèle à sa famille politique, contrairement à d'autres. Nous sommes fiers, nous trois, en tant que vice-présidents, d'être à ses côtés. Et c'est bien la preuve qu'elle incarne le rassemblement, puisqu'avec Frédéric et avec Geoffroy, nous sommes tous les trois encore aujourd'hui ces vice-présidents de la région Île-de-France. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Valérie Pécresse. Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Monsieur le Président du Parti populaire européen, cher Joseph, Monsieur le Président des Républicains, cher Laurent, Monsieur le Président des Centristes, cher Hervé, Monsieur le Président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, cher Christian, Monsieur le Président du groupe Les Républicains au Sénat, cher Bruno, Madame la Secrétaire générale, chère Annie, Madame la députée, chère Brigitte, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus, cher François-Xavier, chers candidats, mes chers amis, bienvenue à tous en Île-de-France. Avant toute chose, je voudrais que nous puissions tous collectivement nous unir à l'hommage national qui a été rendu hier à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, nos deux commandos de marine, qui ont mené jusqu'au bout du sacrifice leur engagement pour la France. Et je voudrais que nous associons à cet hommage la mémoire de tous nos militaires tombés en opération loin de leur foyer pour défendre les valeurs qui nous sont chères. Je vous demande s'il vous plaît de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Alors, mes chers amis, ce soir, ici, Porte-Maillot, notre rendez-vous, c'est d'abord le rendez-vous de l'amitié. Et je voudrais vous raconter une histoire. Il y a un peu plus de 3 ans, lors d'une campagne régionale au couteau, notre adversaire politique, Claude Barthelone, qui était à l'époque le président de l'Assemblée nationale, n'avait pas hésité, avec un parfait cynisme, à franchir toutes les lignes rouges de la morale politique, en m'accusant de vouloir défendre les intérêts de la race blanche. Quelques semaines seulement après la tragédie du Bataclan, qui avait endeuillé tout le pays, il a voulu racialiser la campagne régionale en espérant coaliser contre nous et la gauche et la banlieue. À ce moment-là, un jeune philosophe, élu de Versailles, qui n'appartenait encore à aucun parti politique,
a pris sa plume pour dénoncer ce qu'il fallait bien appeler par son nom, un racisme à l'envers. L'attaque de Claude Barthelone était d'autant plus irresponsable qu'elle attisait les haines au lieu d'apaiser une société française qui était encore sous le choc des attentats. Alors ce philosophe, qui est venu avec beaucoup de panache nous soutenir, vous l'avez reconnu? Vous l'avez compris, c'était toi, François-Xavier. En 2015, tu étais là, et aujourd'hui, c'est à mon tour d'être là, à tes côtés. Dans cette campagne, tu rassembles des personnes qui me sont proches, à la fois par l'histoire et les combats politiques partagés. Je pense à Arnaud Danjean, spécialiste reconnu et respecté au Parlement européen sur les questions de défense. Mais je pense aussi au trio de l'étape. D'abord Agnès Evren, ma vice-présidente à la culture, qui défend en Île-de-France une stratégie ambitieuse d'accès à la culture pour tous, la culture, qu'elle sera placée au cœur de l'identité européenne. Tu as également dans ton équipe Frédéric Pechnard, mon vice-président à la sécurité. Là aussi, nul doute qu'il saura apporter son immense expertise à la sécurité de notre continent qui est aujourd'hui tellement fragilisé par les menaces. Et enfin, il y a Geoffroy Didier, mon vice-président au logement, avec lequel je mène une lutte acharnée contre les quartiers ghettos, ceux qui enferment leurs habitants dans une spirale mêlant délinquance, communautarisme et radicalisation. Nous voulons les détruire et les reconstruire. Nous mobilisons les faux sociaux européens pour cela. Alors oui, notre rendez-vous de ce soir, c'est celui de l'amitié. Mais je crois que c'est aussi le rendez-vous de la fidélité. Fidélité à une famille politique, les Républicains, qu'Emmanuel Macron a laissé pour moribonde en juin 2017, engloutie, croyait-il, par la vague En Marche. Eh bien, si nous sommes si nombreux ici ce soir, porte-maillot, c'est pour le dire haut et fort. Non, la droite n'est pas morte. Non, le centre n'est pas mort. Nos valeurs ne sont pas mortes. Faites du bruit! Je crois au contraire que jamais nos solutions n'ont été aussi nécessaires à la France. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que la France est en overdose fiscale. Mais les baisses d'impôts financées à crédit et les chèques sans provision à 3 semaines des élections, ce n'est qu'un miroir aux alouettes. Et je le dis, il n'y aura pas de baisse d'impôts durable sans baisse des dépenses publiques. Alors évidemment, pour ça, il faut du courage. Et c'est ça, peut-être, qui manque au gouvernement. Mais la France est aussi en crise d'autorité. Nous n'en pouvons plus de voir semaine après semaine les émeutiers saccager et piller les centres-villes. Ils ne sont plus depuis longtemps des gilets jaunes. Ce sont des cagoules noires qui veulent déstabiliser nos institutions. Alors quand est-ce que le gouvernement va prendre enfin les sanctions dissuasives, exécutées sans délai, cher Frédéric, pour ramener l'ordre dans notre pays? La France est enfin en crise de cohésion. Quand nos territoires ruraux abandonnés s'appauvrissent, quand nos banlieues abandonnées se communautarisent et se radicalisent, la République recule. Et ce sera à nous de lui redonner son nom. Égalité, fraternité, laïcité.
Aujourd'hui, j'en ai la conviction, la France a besoin de nos idées, de notre courage et de nos convictions, parce que nous sommes ceux qui choisissons et qui choisiront toujours la liberté contre l'égalitarisme, la responsabilité contre la culture de l'excuse, l'esprit d'entreprise contre la bureaucratie et la solidarité contre l'assistanat. Nous choisirons aussi l'amour de la nation et l'envie d'Europe, car nous sommes fidèles à l'ambition du général de Gaulle. Le général de Gaulle, il voyait la France grande dans une Europe indépendante des autres puissances. Et face aux volontés hégémoniques des États-Unis de Donald Trump, de la Russie de Vladimir Poutine, de la Chine de Xi Jinping, à la menace terroriste islamiste, au déséquilibre migratoire, plus que jamais, nous devons peser, influencer, changer une Europe trop bureaucratique et trop faible. C'est pourquoi nous devons plaider aujourd'hui pour une France plus forte dans une Europe plus politique et plus puissante, une Europe qui soit protectrice et conquérante à la fois. Notre rendez-vous ce soir, c'est donc aussi celui de la nécessité d'incarner une autre voie, une alternative, à la fois à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Oui, il faut incarner une troisième voie. Nous ne sommes ni Marine Le Pen qui prétend défendre la France en affaiblissant l'Europe, ni Emmanuel Macron qui prétend défendre l'Europe en affaiblissant la France. Nous sommes à la fois patriotes et européens. Regardez Madame Le Pen, qui s'allie avec le conseiller de Monsieur Trump, qui s'allie avec Vladimir Poutine, dont le seul objectif commun, c'est de casser l'Europe. Que dit Steve Bannon, l'homme qui a fait Donald Trump? Il dit, je le cite, « Je vais planter un pieu dans le cœur de l'Europe. » Je vais planter un pieu dans le cœur de l'Europe. Peut-on être plus clair? Alors ce n'est pas la France que Marine Le Pen défend. C'est la fin d'une Europe puissance qui nous protège, qui nous projette et qui nous renforce dans le monde. Le Front National prétend défendre la France, mais c'est en réalité aujourd'hui le parti de l'étranger. Les nationalistes en Europe sont des impasses pour leur peuple. Et il faut regarder en face leurs premiers dégâts. L'Italie. L'Italie est en panne et affiche une croissance zéro que M. Salvini se révèle incapable de ranimer. La Grande-Bretagne, quant à elle, sombre dans le chaos politique. Le Brexit est une telle impasse que les Britanniques n'arrivent pas à lâcher prise et à sortir de l'Europe, alors même que les relocalisations d'entreprises se multiplient. Alors disons-le aux populistes de tout poil. Quand on dit au peuple ce qu'ils ont envie d'entendre au lieu de leur dire la vérité, quand on multiplie les boucs émissaires, plutôt pour se défausser de ses responsabilités, ça n'a jamais fait, ça ne fera jamais un cap, une direction, une ambition pour une grande nation. Pour nous, le populisme, c'est non. Alors regardons ensuite M. Macron. Et là, on ne peut quand même qu'être frappé, choqué du décalage entre les paroles et les actes. Le président est un fervent adepte du double langage et les Français en font les frais. Concrètement, dans notre région, double langage. Quand Emmanuel Macron prétend qu'il veut renvoyer les migrants clandestins dans leur pays, alors qu'en même temps, il m'oblige à rétablir 50% de réduction dans les transports pour les clandestins que j'avais supprimés. Et il s'étonne ensuite
de voir se concentrer sur Paris les Dublinés. Les Dublinés, ce sont ces migrants clandestins qui sont arrivés dans un autre pays d'Europe. Pourquoi viennent-ils en Île-de-France? Ils viennent bénéficier de la prime à l'illégalité Macron. Double langage quand Emmanuel Macron dit vouloir lutter contre les travailleurs détachés et qu'il critique en même temps la clause Molière que j'ai instaurée. Alors c'est quoi cette clause Molière? C'est une clause qui impose un traducteur lorsque les ouvriers d'un chantier ne parlent pas le français pour leur sécurité. Alors ça renchérit bien sûr le coût des travailleurs détachés et ça limite le dumping social européen. Eh bien, le gouvernement est contre. Heureusement, nous avons eu juridiquement gain de cause. Et aujourd'hui, je vous le dis, la clause Molière, elle est appliquée dans tous les marchés passés en Île-de-France. Double langage, enfin, quand Emmanuel Macron prétend défendre le principe de subsidiarité. Alors, vous savez, le principe de subsidiarité, c'est de dire on laisse aux États ce qu'ils font mieux et on donne à l'Europe que le minimum, ce qu'elle doit faire. Donc, il prétend défendre le principe de subsidiarité, il prétend lutter contre la bureaucratie européenne. Et pourtant, nous apprenons que nos trains de banlieue 9, tellement nécessaires dans la région, nos trains de banlieue 9 risquent de ne pas pouvoir circuler parce que la règle européenne a changé et que désormais, c'est Bruxelles qui fixe l'espacement des fauteuils à l'intérieur des trains, même ceux qui ne rouleront jamais en dehors de nos frontières. Et le gouvernement, auquel j'ai fait appel, refuse de nous donner une dérogation pour 2 cm d'espace entre les fauteuils. Elle est où la subsidiarité? Combien ça va coûter? Combien de retard vont prendre les trains? Alors, immigration, travailleurs détachés, normes absurdes, champions industriels européens qu'on n'arrive pas à faire, politique agricole commune qu'on n'arrive pas à défendre, autant de signes de l'impuissance française en Europe, autant de sujets sur lesquels nous n'avons pas su imposer nos points de vue. Et en votant la République en marche, qui peut croire que ça va changer? Personne. Alors oui, la droite et le centre rassemblés ont une 3e voie à incarner, celle d'une France forte, qui assume le retour à l'ordre, les réformes courageuses, l'esprit d'entreprise et une vraie ambition sociale, et qui veut une autre Europe, maîtresse de ses frontières, fière de ses valeurs, prête au rapport de force avec les autres empires, qui construit des champions européens, qui impose une vraie réciprocité commerciale avec des barrières sociales et environnementales. Voilà ce que nous voulons incarner, voilà la nécessité pour nous, les républicains et les centristes. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite. Il nous reste 10 jours pour convaincre, 10 jours pour réussir le défi de l'élargissement de la droite, 10 jours pour faire revenir à nous les électeurs qui nous ont quittés pour soutenir Emmanuel Macron. Oui, enfin, il faut les faire revenir, alors... On va d'abord leur parler, hein? On va les convaincre. J'entends seriner une petite musique, le seul argument du gouvernement. Emmanuel Macron serait là pour faire barrage à Marine Le Pen. Il faudrait soi-disant voter utile et donc voter pour eux. Mais le président de la République se trompe. Et il vous trompe. Parce que le barrage à Marine Le Pen, il ne se fait pas en France, il se fait au Parlement européen. Et au Parlement européen, Emmanuel Macron est singulièrement isolé. Ces élus, ni de droite ni de gauche, vont être des sans-partis fixes du Parlement européen. Ils pèseront peu et leur voix ne portera pas.
alors que nos élus, républicains et centristes, siégeront, eux, au Parti populaire européen, le premier parti d'Europe, aux côtés notamment de la puissante CDU allemande. Le Parti populaire européen que nous présidons aujourd'hui grâce à toi, cher Joseph, c'est lui le vrai rempart contre les dérives nationalistes de Le Pen ou de Salvini. Il est donc indispensable que la France y soit fortement représentée pour ne pas aussi laisser le leadership de l'Europe à nos alliés d'Europe de l'Est ou d'Europe du Nord. En bref, il faut un PPE fort face aux extrêmes. Et au sein du PPE, il faut un couple franco-allemand équilibré. Et c'est pour ça, je vous le dis, le vote qui fait barrage au Front National, c'est nous. Le vote qui renforce la place de la France au Parlement européen, c'est nous. Le vote qui pèse en Europe, c'est encore nous. Alors, mes chers amis, il est temps que la France inspire à nouveau l'Europe et il est temps que l'Europe inspire à nouveau le monde. Nous devons renouer avec l'époque pas si lointaine où Nicolas Sarkozy, alors président de la République, au sortir de la présidence française de l'Union européenne en 2009, imposait son leadership en Europe et nous fixait comme cap, je le cite, c'était notre slogan en 2009, « Quand l'Europe veut, elle peut ». Alors oui, soyons fidèles à ce message. Je vous demande de vous mobiliser. Il reste 10 jours. François-Xavier et toute son équipe comptent sur vous. Mobilisez-vous en avant pour l'Europe et pour la France. Merci Valérie.